21 juin de l'année 2021 et cette proposition autour du permanent et de l'impermanent. Bien entendu, c'est une question qui n'est jamais réglée. Il n'y a pas moyen de parler de façon définitive et pour ce qui est du permanent et de l'impermanent ou de l'impermanent et du permanent, peu importe comment on les présente. Et souvent on présente le côté un peu peut-être premier, positif, le côté un peu valorisé en premier, on y oppose un contraire, et le contraire est un peu Dieu et le diable, le bien et le mal, la chose avec son contraire qui est obligatoirement un contraire situé dans la catégorie des choses à éviter. Dieu nous a donné la capacité de pratiquer le discernement entre le bien et le mal. Non, entre le mal et le bien, entre le bien et le mal. Et il est évident que cette question, on peut la retourner de plein de façons, notamment en disant oui, nous n'aurions pas. Dieu aurait pu très bien renoncer, se dispenser de ça, nous mettre à l'épreuve. Quel est l'intérêt? Alors, évidemment, c'est une question qui a été posée par les anciens à plusieurs reprises, débattue et redébattue, sans pour autant qu'ils aient pu trancher. Est-ce que l'être humain dispose d'un libre arbitre ou est-ce qu'il est finalement s'inscrit dans quelque chose qui a été déjà déterminé? Est-ce qu'on peut parler d'une autodétermination ou d'une détermination venant d'ailleurs? De toutes les façons, on peut aller encore pour essayer de discuter la nature du libre arbitre. Est-ce un libre arbitre bien, comment dire, s'attachant à certains éléments, ou est-ce qu'un libre arbitre absolu, très général, étendu, infini, tout ça, du permanent et de l'impermanent? Et nous sommes toujours devant le spectacle de nous-mêmes, avec nos contradictions, avec entre nos chaos, le chaos que nous créons par nous-mêmes, et auquel nous sommes, qui nous met en difficulté. Chaos intérieur, chaos, né d'une forme d'irraisonnable ou déraisonné dans les attitudes, dans les échanges avec autrui. Si tant est que, quelque part, on ait fait la paix avec soi-même, il est possible qu'on ait atteint un degré de pacification intérieure et qu'on n'est plus du tout dérangé par l'état dans lequel intérieur qui est le nôtre. On est dans une situation impossible, inacceptable, mais ça ne nous fait plus réagir comme auparavant. Nous n'avons pas de projet de mort, ni de projet n'avons pas en tête la moindre action qui serait de nature, l'action porter atteinte à nous-mêmes, à notre intégrité, ou alors à sortir un discours tout simplement en direction de la société, un énorme discours, fracassant, c'est fini tout ça. On est là à gérer à rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On se réveille. Avant, on se réveille avec un sentiment de culpabilité et presque culpabilité, avec la frayeur devant la conscience ou d'avoir commis l'irréparable.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ou alors c'est passager. Les états intérieurs ça arrive qu'ils ne soient que des états transitoires. Nous pouvons avoir l'impression de ne plus avoir tellement de sentiments en ce qui nous concerne. Et pourtant, je ne sais pas à quel moment ça va comment dire, la vie va revenir dans ce corps par rapport à soi-même. Mais quand il s'agit de l'extérieur, à ce moment-là, nous sommes plus omnibulés par le contrôle sur nos actes, sur nos paroles et sur nos rapports à autrui. On veut absolument maîtriser la chose, être dans la maîtrise la plus stricte. Alors ce qui se passe, le côté permanent de la chose, c'est comme une forme non pas une tentation à laquelle nous saurions résister, mais c'est comme l'appel du vide. À chaque fois, nous y allons franco. Il n'y a pas de. Nous y allons et nous voyons à quel point nous devenons spectateurs de notre propre descente aux enfers. Voici que nous nous mettons à la merci d'un autre en nous dévoilant, en nous prenant à nous-mêmes. Je ne vois pas, c'est totalement contre-productif et ça n'amène rien. Alors le permanent, donc, dans cette production d'un comportement anti-soi et contre-productif, contre-intuitif, tout ce que l'on peut dire sur les choses à éviter. Nous pourrions être des enseignants, des coachs, des préparateurs dans ce cas-là. Voici comment il faut agir. Nous savons, évidemment, d'expérience, nous savons comment il faut faire. Dans un milieu que nous ne maîtrisons pas, dans des circonstances particulières, nous devons, tout cela en fait fait que, je ne sais pas, nous pourrions un peu cloisonner les choses. Je dirais, tiens, j'aurai quelqu'un pour un type de discours, un type de plainte, un type de récit, j'aurai quelqu'un d'autre, et ces personnes ne s'interconnecteront jamais. Donc cloisonné, fragmenté, ici j'ai des problèmes de santé, non pas par rapport à des spécialistes ou à des praticiens, mais ce quelqu'un, j'ai un échange avec sur le plan de mon état physique, étant entendu que c'est un échange réciproque, c'est un don contre don, je t'écoute, tu m'écoutes, mais on parlerait que de nos ennuis physiques. Là, quelqu'un d'autre pour parler du passé. Là, quelqu'un d'autre pour parler du présent actuel. En ce moment, j'ai un ennui avec quelqu'un ou avec une situation, avec une administration, avec tout ça. Puisque fondamentalement, il n'y a personne avec lequel on puisse un peu trouver comment installer toutes sortes de sujets, toutes sortes de questions, toutes ces questions qui nous taraudent, qui nous posent, qui nous assaillent, contre lesquelles on ne trouve pas la solution. Quand nous pensons avoir progressé, nous constatons que un progrès, c'est pas si évident que cela. Alors il y a la régression. Mais la régression, elle n'est pas de la même intensité, elle n'est pas de la même force que la régression. Donc on régresse, on revient, on fait un retour en arrière extraordinaire. Alors il faut gérer cela. Donc la permanence, ça serait de certaines choses que nous voudrions un peu exciser et nous n'arrivons pas à le faire.
je redeviens tel que j'étais, et puis même, je deviens gentil. J'élimine toutes les raisons de mon inimitié vis-à-vis de quelqu'un et je deviens d'une gentillesse et d'une bienveillance, en tout cas à tout le moins extérieure, exemplaire. La bienveillance n'est pas une valeur qu'il faut recommander. Ça n'existe pas, la bienveillance. Ça n'existe que des gens à des moments particuliers. Si les gens ont intérêt à être, collaboratifs, ils collaborent. Quand ils ont intérêt à être restrictifs, à être, revendicatifs, quand ils veulent revendiquer pour eux, ils le font. Donc, si on ne peut pas, il faut obligatoirement rester vigilant. L'exclusion de l'autre doit être permanente. L'autre n'a rien à voir dans notre, si l'on peut parler, progression vers une forme une forme de l'être. Comment on peut progresser? Voilà que je reviens sur la question d'un être que j'ai rencontré. Je lui donne le statut d'être et ça fait que on se pose la question sur le progrès que nous faisons. J'ai oublié tout à l'heure, j'y ai pensé, mais avant de prendre la parole, et donc j'ai oublié ce qui m'était venu en tête et je suis un peu embêté. Non que l'être est une importance, le parcours, la quête est un quelconque, et ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. On pourrait dire que ça n'a même pas d'importance pour soi, car le soi, fondamentalement, on a un soi, mais on n'a pas demandé à moi un soi. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi, ça nous a été imposé, donc prédéterminé et presque, voilà, c'est une contrainte plus qu'autre chose. Donc, évidemment, dans certaines circonstances, on parle de mêler sa conscience à la conscience universelle et finalement finir par ne plus avoir de conscience individuelle. D'une certaine façon, c'est l'individualité qui nous pose problème. Quand nous pensons toujours avec un fil conducteur, celui de veiller à nos intérêts privés, qu'ils soient moraux, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient symboliques, simplement, ou des intérêts en relation avec notre parcours de vie. Être, ne pas oublier la souffrance qu'une personne nous a causée directement, indirectement, etc. Ne pas pardonner, puisque le pardon n'a pas à être. On ne doit pas accorder son pardon, puisqu'on n'est pas, déjà on n'est pas Dieu, et puis même, ça ne sert strictement rien. Un pardon ne prémunit pas contre de nouvelles commissions de la part de celui à qui on a pardonné, nous prémunit pas contre de possibles agressions venant de l'autre, de l'être à qui on aurait pardonné. Donc ce n'est ça ne sert. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui s'accrochent, un peu comme il n'y a pas moyen de se défaire d'un certain nombre de notions, d'un certain nombre de considérations. Voilà la permanence d'un discours qui ne peut pas quitter ses habituels tours et à travers spécificité, comment on est pris dans un discours. Il est possible qu'à un moment donné, on laisse tout tomber
tout ce qu'on avait décidé d'adopter comme attitude, parce qu'on estime que l'instant vaut plus que tout le reste. Que l'instant, il y a quelque chose dans l'instant, il y a quelque chose qui nous rapproche peut-être de la vérité des choses, et qu'en fait, rien n'a d'importance, que rien n'a de signification, que si quelque part l'instant peut sembler significatif à quelques éléments, par quelques éléments, ben c'est déjà ça. On prend l'instant et sa possible et ce qu'il nous procure et on laisse tomber, puisque on n'arrive à rien faire, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive même pas à accepter l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose à faire, il puisse y avoir un chemin. Donc la permanence et en fait on voudrait un peu non pas créer de la permanence, donc quelque chose qui est de l'ordre du permanent, impermanent. Le permanent et l'impermanent, le permanent c'est l'alternance des jours, mais c'est aussi en même temps le raccourcissement. C'est le côté qui est... Alors on sait pas dans cette loterie de la vie, on ne sait pas combien, voilà, j'ai vécu un dimanche et je ne sais pas si combien de dimanches il me reste. J'ai le sentiment d'une permanence, ça recommence. Seulement je n'ai pas les moyens de vivre la chose dont je vais perdre la jouissance. Je n'arrive pas à vivre cela, à ressentir cela de manière à vraiment... Cette chose est précieuse, mais elle a un temps de vie limité. Passer minuit, un peu comme pour ce conte, passer minuit, ce qui était le voile, ce qui était l'apparence des choses, va changer. Soit les choses vont revenir à leur forme première, soit ça va devenir autre chose. Donc, ce que j'ai entre les mains va se modifier, ne va plus rester. Peut-être un élément qui m'apparaît précieux ou pas précieux, mais en tout cas, il est précieux, parce qu'il est là, tant qu'il est là, c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, il ne va plus être là. Et donc, je pourrais... donc, c'est cette certitude d'une perte à venir, d'une transformation pas spécialement très bienvenue. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a pas l'accumulation des jours ne fait pas ressentir le monde différemment, ne fait pas progresser, si l'on peut encore parler de cette façon-là, un peu linéaire, toujours linéaire, et on sait combien linéaire est simplificateur. Il n'y a pas de linéarité, comme on pourrait parler, qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a pas de complexification, que ce ne sont là que des modes de pensée et des modes d'articulation au réel, et que le réel lui-même est quelque chose de beaucoup plus complexe, ou peut-être plus simple. Nous mettons en valeur la complexité comme une donnée fondamentale, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut trouver un autre terme que le complexe, que le simple. Et dans cette opposition, il y a peut-être une troisième possibilité, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une infinité de possibilités.
Il y a le complexe légèrement complexe, ça c'est évident, mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc les choses ont, bien entendu, tout ce qui peut déstructurer quelque chose qui a tendance à prendre, comment dire, à se présenter comme accompli, comme déjà achevé. C'est vrai, donner un coup. J'ai fait l'expérience d'une échelle que je voyais, une échelle pliable. Pour moi, c'est une échelle assez solide. Je le vois depuis un temps infini et j'ai fait l'expérience. J'ai été en contact avec cette échelle et j'ai vu à combien elle était relativement instable. J'ai vu à quel point elle était instable. Il a fallu un moment particulier pour que j'en fasse l'expérience. L'instabilité est une donnée que, bien entendu, que j'ai intégrée. Cet élément n'est pas stable. C'est très pratique parce que ça se plie, ça devient moins encombrant, mais ce n'est pas très pratique, ce n'est pas très solide. Donc il faut l'aide de quelqu'un pour pouvoir utiliser la chaîne avec l'échelle avec sécurité, avec assurance. Voilà. Donc déstabiliser ou se rendre compte que les choses sont pas si stables que cela est intéressant. Déstabiliser, ça fait un peu comme, voilà, ça fait ça crée des remous, ça crée une forme ce qui était en bas, peut-être au fond, peut remonter à la surface, et peut-être de nouvelles combinaisons, alors atomiques ou combinaisons, je ne sais pas, de matière. Ça se recombine, il y a de la recombinaison. Et des fois, quand on a détruit quelque chose, quand on a mis à bas une construction, on se presse de la relever. Est-ce qu'on va la relever, la remettre de la même façon qu'elle était auparavant, ou est-ce qu'on va essayer de lui donner d'autres formes? Est-ce qu'on ne va pas intégrer d'autres matériaux? Est-ce qu'on ne va pas orienter différemment? Voilà, je préférais une orientation sud-est, maintenant je choisis nord-est, peu importe, simplement pour changer, pour varier. Et puis, c'est cela l'intéressant dans les histoires. Évidemment, certaines choses ne nous touchent plus. Et c'est cette chose-là, comme on pourrait dire, mon cuir, ma peau est devenue épaisse. J'ai moins de sensations, un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de marcher pieds nus et finalement la peau de ses pieds devient dure. Donc il a moins la sensation, s'il se fait piquer, etc. Il pourrait ne pas ressentir l'effet que ça fait. Et à un moment, il y a comme quelque chose qui là, et par rapport à plein d'événements, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Vous ne réagissez même pas par rapport à votre histoire, à l'histoire de votre proximité. Il y a des disparus et vous pensez aux disparus sans la moindre réaction, la moindre émotion. Il n'y a pas d'émotion. Alors, il n'y a pas d'émotion, même pas la plus légère. Hier, je me suis penché sur une fleur et j'ai senti quelque chose de très ténu, mais quand même un parfum. Puisque je me pose des questions sur mon odorat dernièrement, j'ai senti quelque chose. Et en lisant, en écoutant quelque chose, le mot délicat
est venu à mon esprit. Donc voilà, j'ai entendu le mot délicat et je l'ai appliqué à la sensation que j'ai éprouvée quand j'ai respiré la fleur. Ce n'est même pas de cet ordre-là. Ce n'est même pas, l'émotion n'est même pas de l'ordre presque, n'est même pas d'un ordre insubstantiel. Ça n'existe un ordre ténu. Ce n'est même pas de cet ordre ténu entre... Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Alors quand il s'agit d'avoir une émotion par rapport à quelque chose, par rapport à un événement dans lequel sont impliqués des gens que nous ne connaissons pas, il n'y a rien. Il faudrait une mise en scène, hein. Il faudrait quelque chose qui nous prépare, je ne sais pas. Comme j'ai cru voir une sorte de baiser au cinéma, je ne sais pas, un frère et une sœur, je ne sais pas quelle était exactement la situation, mais rien que l'idée de supposer que ça puisse être un frère qui embrasserait une sœur, même au cinéma, ben, j'ai baissé les yeux. Comme je peux aussi baisser les yeux quand au cinéma je vois des gens interagir de façon très intime. À un moment donné, pour moi, ça devient un peu, comment dire, un peu personnel. C'est du jeu, mais c'est tellement... Ça me fait penser à quelque chose d'intime, de personnel. Ce n'est plus quelque chose qui ne serait plus de l'ordre du jeu. Je baisse les yeux, je détourne le regard. Là, il y a une réaction. C'est vrai que par rapport à la chose fondamentale qui est la prohibition de l'inceste, et ça, c'est quelque chose de fort, d'installé. Après, il peut y avoir quelques exceptions à cette règle universelle, mais pour notre espèce, mais voilà, voilà. Et donc, même dans un univers fictif, on ne peut pas accepter la chose. Pour parler rapidement. Donc il y a encore de la réaction, mais ce n'est pas une réaction très forte, etc. Donc la permanence, l'impermanence, on a beau essayer d'approfondir les notions, de devenir intime avec ces notions. D'une certaine façon, on est un peu dans une forme on est un peu dans l'impasse. Et par ailleurs, il y a toujours, je n'en sais rien, on reste bloqué. Alors les gens qui écrivent, les gens qui narrent un peu le récit de vie, trouve toujours un moyen de placer certaines choses. Je fais une découverte. Pour moi, c'était une découverte. Évidemment, c'était devant moi depuis un temps assez long, mais je ne m'étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte que dans Yin et Yang, il y a encore du Yang, etc. Et quand finalement, dans le noir, il y a du blanc, dans le blanc, il y a du noir, etc. Jusqu'à je ne sais pas quelle dimension. Mais la personne à qui je fais ce constat, devant laquelle je fais ce constat, n'a pas une réaction qui m'a plu. Au lieu de l'interpeller et lui dire « mais je viens de partager avec toi quelque chose dont je viens de me rendre compte et je trouve que c'est important ». Pour lui, c'était normal. Ça fait longtemps qu'il le savait, lui. Lui, il s'en était rendu compte. Il n'a même pas la générosité d'esprit finalement de m'accompagner à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui finalement, dans le regard, s'éveille. Là, dans la conscience, ça a franchi une étape. Si l'on peut parler toujours de cette façon presque mécanique, façon scolaire, façon basique, et voilà, il n'a même pas fait ça. Alors, on vous demande, ce qu'on demande aux gens, c'est la générosité, c'est de l'étonnement. Soyez étonnés, ne soyez pas avares de vos étonnements, de vos appréciations, de vos encouragements, ça ne coûte rien.
de dire je suis avec toi. Même si par ailleurs cela vous est arrivé je ne sais pas combien de fois, c'est pas une raison. À chaque fois, il y a des gens qui se fatiguent, qui se fatiguent comme ça et qui ne se gênent pas pour vous faire voir leur fatigue et peut-être même leur ennui. Vous les ennuyez. Et c'est ça que l'on cache, que l'on met sous le tapis, mais c'est pas, on l'a pas fait disparaître, on l'a juste un peu on l'a juste un peu occulté. Donc on est là à gérer un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont beaucoup accumulé, qui ont un vécu très dense. Il y a des gens qui ont un vécu relativement peu dense. Mais de toutes les façons, on se rend compte dans le fait qu'il faut s'accommoder de tout cela. En fonction de voilà, la marée, ce que l'écume des jours, la marée des jours, en fonction de ce qui va remonter des profondeurs, en fonction, je ne sais pas, de votre humeur du jour, en fonction de ceci ou de cela. Ça va remonter. Aujourd'hui, il y a quelque chose de léger qui est remonté. C'est pas grave. Demain, ça va être quelque chose de très fort ou de moyennement fort. Donc ça change. Mais on peut avoir déjà finalement fait face au plus gros de la tempête mentale ou d'une certaine façon, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un m'a porté un coup fatal. C'est bon. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il y a des coups qui vous arrivent finalement de façon très, comment dire, presque sans faire de bruit. Vous ne voyez pas le coup venir, il vient de quelqu'un de très proche. C'est les gens qu'on aime et qu'on se rend compte que finalement, pour parler très vite, qu'ils ne sont pas dignes de cet amour, ils ne sont pas dignes d'admiration, ils ne sont pas dignes d'adoration. Voilà. Pour y aller, démontrez-moi à quel point vous n'êtes pas digne. Allez, encore un effort, encore quelque chose que je porterai à votre acte d'accusation. Vous, je ne sais pas à quel point vous pourriez descendre. L'étoile, voilà, elle devient l'étoile qui brillait, l'étoile qui me fascinait, finalement devient quelque chose au fur et à mesure, elle perd de son éclat et à la fin, je finis avec quelque chose d'éteint. Plus d'intérêt, il n'y a rien. J'aurais beau fouiller, je ne trouverais même pas rien pour sauver la personne, rien pour plaider la cause de la personne. Si j'avais à décider du sort de la personne, je dirais non, cette personne, elle n'a pas de qualité. Fondamentalement, elle n'en a pas de qualité à faire dégager les oubliettes de l'histoire, les oubliettes de là. Elle ne mérite même pas d'aller en enfer, elle mérite d'être effacée, oblitérée pour toujours. Moi, je ne sais pas, quand on est en enfer, on est encore là. On n'a pas été effacé. Alors, après, on peut espérer, je ne sais pas, être sauvé de l'enfer, après, je ne sais pas, des milliards d'éternités de souffrance. Voilà. Voilà la permanence et l'impermanence aussi. Dans les mots, il y a des choses qui sont très permanentes et il y a des choses qui vont et viennent. L'impermanence la variabilité. C'est pas tellement l'impermanence, mais c'est le peu de certitude, la chose dont on n'est pas sûr
à un moment, on ne sait pas. On plonge ses mains dans quelque chose que nous ne voyons pas et nous revenons avec les mains pleines. Est-ce qu'on a remonté quelque chose, on a prêché quelque chose d'important ou pas? Après avoir à la lumière, on va voir, on va nettoyer, on va voir ce qu'on a remonté. Il est possible qu'on ait remonté quelque chose de très courant, qui n'a pas de valeur, même pas symbolique, voilà, même pas historique. C'est la valeur du poids du métal. Donc ça vaut rien. Et les propos qu'on pourrait tenir, ça peut être aussi de cette nature-là. Les propos qu'on a tenus, c'est des propos ordinaires qui ne font avancer personne, évidemment, même pas soi-même. C'est du pur exercice rhétorique, voilà, de circonstances. Il y a ces gens qui vous enferment dans l'obligation d'une performance. Vous n'avez pas de valeur, intrinsèque, et vous pouvez insister très longtemps pour démontrer que vous en avez de la valeur. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport à quelqu'un. C'est ce désir de compétition. Bien entendu, j'ai assisté quand j'étais petit à quelqu'un qui racontait la vie du prophète de l'islam du point de vue vestimentaire. Presque un peu, comment dire, comme si le prophète était, voilà ce que j'en ai gardé, comme si le prophète avait une garde-robe impressionnante et que le prophète passait son temps à changer de vêtements, voilà, très attiré par les couleurs, comme si à l'époque du prophète de l'islam, on avait à disposition des couleurs et des matières, etc. On peut imaginer de la soie, pourquoi pas, vu que c'est la route de la soie, mais peut-être, ou la route des épices, en tout cas, peut-être carrefour commercial, mais pas plus. Pas plus. Longtemps après, même les puissants n'avaient pas tant de disponibilité vestimentaire que ça. Les couleurs tenaient pas, etc. La variété des couleurs n'était pas infinie, et tout ça. Les couleurs que nous avons aujourd'hui sont attachées à l'ère industrielle et la possibilité, voilà, le textile moderne, etc., synthétique, pas synthétique, c'est vraiment un peu transposer quelque chose d'actuel à des époques qui c'est totalement... Voilà, donc on peut se demander pourquoi. On peut se demander, même enfant, je me suis demandé, mais comment le prophète pouvait consacrer autant de temps à son aspect extérieur. Et donc finalement, les mots et les choses qu'on s'approprie, c'est aussi ce que l'on fait quand on est dans la théorie ou dans le fait de narrer, de faire récit de ce que les autres ont découvert. Je te parle d'un tel, voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, fidèlement, je te rapporte certaines choses, il a dit ça, il a pensé le monde comme ça, voici la théorie dont il a, comment dire, la théorie dont il est le créateur, dont il est voilà, sa théorie, voici quelque chose venant, et comme si finalement à force de citer et de dire, de se faire un peu le transmetteur, un peu le transcripteur des autres, un peu comme si on changeait. Voici, aujourd'hui, je me revais de la pensée de quelqu'un évidemment de célèbre. Voici, aujourd'hui, je change de pensée et je me revais d'une autre pensée. Et donc, j'ai besoin de cacher un peu ma nudité ou mes formes premières, de les cacher, de les faire un peu oublier par différents discours, différentes approches, et voilà. Et moi, j'avance nu. Je ne veux pas me faire passer pour ce que
je ne suis pas. La pensée de l'autre ne m'intéresse pas. Je dirais ça simplement. La pensée de l'autre, si je ne suis pas capable d'élaborer une pensée universelle, une pensée dans laquelle quelqu'un d'autre, je vais retrouver. À un moment donné, à force de chercher, on tombe tous sur les mêmes choses. Alors certains vont les exprimer dans un style, d'autres dans un autre, peu importe, mais c'est les mêmes choses. On est hanté par les mêmes questions, par les mêmes terreurs, par les mêmes... on cherche tous la même chose. On a à faire face aux mêmes contraintes, aux mêmes obligations, les devoirs moraux, l'héritage, la pérennité, le rapport à demain. Simplement, on peut changer un peu chacun, un peu apporter une petite variation, mais fondamentalement, les questions centrales restent les questions centrales pour tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin de me couvrir, même si là je me couvre avec ça, parce que je ne veux pas montrer mon corps qui est un peu graisseux, mais autrement je l'aurais montré. Et à l'image, ça fait des plis. Pli sur pli, je ne trouve pas ça très, très montrable. Il faut se montrer tel qu'on est. J'arrive à toi, finalement, je me suis débarrassé de tous mes oripeaux, j'arrive à toi et toi t'arrives, et après, je vois à quoi tu ressembles, et tu vois à quoi je me ressemble quand je suis, quand je me cache pas derrière une apparence. Bien entendu, il reste toujours les mots, on se cache derrière les mots. Même quand on fait appel à la pensée de personne, on va quand même choisir des mots, on va faire un tri et on va essayer de se présenter le mieux possible. Mais je voudrais renoncer à l'idée, au concept. Je veux renoncer à la performance, à l'idée de créer. Je ne veux pas créer, je ne suis pas Dieu, je ne crée pas. Je ne suis pas doué de la capacité de créer. Je ne suis pas un créateur, je ne suis pas un créatif. Je ne suis pas, et je ne suis doué en rien, je suis doté de rien, je suis doté de je suis là et s'il m'arrive de prendre un petit moment pour regarder le monde, pour m'observer, pour penser. Je pense dans la limite de mes moyens, je pense le monde. J'ai une forme d'automatisme. Il y a des questions que je me pose presque par habitude. J'ai grandi dans l'idée que si on ne se posait pas de questions, on n'était pas grand-chose. Alors je me valorisais à travers les questions que je posais. Est-ce que je pourrais sortir un jour de cette préoccupation de la valorisation? Oui, je dois oublier. Aller vers une disparition de l'être jusqu'au point où finalement, je ne sais pas s'il faut encore continuer de se nourrir. Est-ce qu'il faut encore maintenir ce corps physique ou est-ce qu'il faut arrêter avec la fiction ou avec l'illusion ou avec même la réalité d'un corps vivant et cesser de comment dire, de faire en sorte, est-ce que je pourrais ne pas accélérer l'avènement de la dissociation. Voilà. Donc la permanence, l'impermanence. Alors c'est ce que les autres, alors ils sont pas nombreux malheureusement, ce que les autres ont laissé en nous. La dernière fois j'ai entendu
un accent de l'Europe de l'Est, je sais pas quoi, et je pensais à quelqu'un qui s'était perdu ici, dans cette ville, dans laquelle moi-même je me suis perdu. Il s'est perdu, mais il n'avait pas tant de qualités que cela. Il n'avait pas les qualités de la générosité et d'une certaine façon, quand il avait bu, il devenait encore moins un homme qualitatif. Voici donc l'alcool révèle un peu l'être que vous êtes, l'être que vous essayez de dissimuler. Ça arrive à certains. Voici donc plus de retenue, plus de barrières, plus de prévention, plus de on est dans une forme de rapport libéré au monde, on dit ce que l'on pense ou ce que l'on pense pas, on est dans l'excès, on est dans la permanence et l'impermanence. Arrivé au monde, on croit quelque part que l'école, que tous les formateurs, quels qu'ils soient, ils sont nombreux, et finalement vont vous préparer à toutes les étapes de la vie et à chaque moment différent. Vous avez 20 ans, vous avez 15 ans, vous avez les réponses déjà toutes prêtes pour cette catégorie d'âge. Vous avez 40 ans, vous avez les réponses. Vous avez 60 ans, vous avez les réponses. Ben, vous vous rendez compte que vous n'avez pas ces réponses-là, qu'on ne vous a pas formé pour ça, et que finalement, même si peut-être si on vous avait un peu enseigné certaines choses, que vous avez du mal à les appliquer. Les enseignements restent des choses abstraites. Il a toujours été difficile d'appliquer, de respecter les enseignements fournis par d'autres et aussi les renseignements que l'on a mis en place nous-mêmes. Je me suis auto-enseigné des choses, mais je n'arrive pas à suivre mes propres méthodes et mes propres recommandations. Voici en quoi, en permanence, je suis quelqu'un d'infidèle ou quelqu'un d'infidèle à soi, infidèle à moi-même, ou quelqu'un qui sans cesse va retomber dans ses travers favoris et à recommencer la lente remontée vers l'acquisition d'un certain niveau d'estime de soi. C'est long après. Chaque chute, il faut remonter. Il ne faut pas croire que plus on chute, plus ça devient difficile de remonter. Après, on peut très bien décider qu'on cesse de remonter, on reste au niveau de là où on a finalement on a le niveau dans lequel on a chuté et on se relève plus. Bon, il y a encore un désir de se relever, de se redresser, de s'autoriser une petite, une dernière fois. Je t'accorde le bénéfice de recommencer. Je te laisse recommencer, à toi de démontrer que tu en vaux le coup. C'est la dernière fois. C'est vraiment l'ultime fois que je t'autorise ce type que je t'autorise à te récupérer. Voici ce qu'on va en faire. Et en attendant,
je sais toujours pas quoi faire de mes mots, de mes jours, de mes souvenirs, de mes tristesses, de mes anciennes douleurs et de peut-être futures douleurs. Je ne sais quoi faire puisque je n'ai toujours pas de compagnon dans cette traversée du continent des mots. Et voilà, il faut accepter cette forme de solitude qui vient suite à beaucoup de paroles. Rarement la parole aura eu aussi peu d'écho. Voilà, et comment faire avec le refus systématique et définitif de certains d'accéder à votre parole, d'essayer d'en prendre connaissance. Votre parole est d'une certaine façon rejetée, presque excommuniée. C'est toujours il y a un terme que j'ai oublié. Alors je retrouve le terme excommunié. Je ne sais pas d'où il vient de pas loin évidemment, mais quelque part dans une chose comme ça, on agrège des choses qui n'ont pas spécialement un grand rapport, sauf que ce sont des mots. Excommunié, j'ai pas de raison d'être excommunié. Alors c'est un terme très spécifique que l'on utilise ou que l'on monopolise pour un usage qui n'est pas celui auquel il est réservé. Excommunié. Donc, excommunié, si j'essaie de le comprendre, alors qu'en fait, je ne le comprenais pas stricto sensu, alors je dirais oui, c'est-à-dire sorti de la communion. Quelqu'un qui n'est plus dans la communion avec le Christ, avec la passion du Christ, qui n'est plus un membre de la communauté chrétienne. Donc il est à l'extérieur. Il a été mis au banc de la communauté et il a été éjecté, rejeté, sorti de la communauté. Et on peut se retrouver comme ça, être hors la communauté humaine, la communauté de ses semblables, bien entendu, on y a appartenu, mais cette communauté, elle n'avait pas un rapport très apaisé ou très accueillant. Aujourd'hui, c'est un rapport plus net, plus clair. Cette communauté humaine ne vous accepte pas. Elle déclare que vous êtes quelqu'un d'extérieur une fois pour toutes. Vous êtes un halogène, il n'y a pas un extérieur, et il n'y a pas moyen de négocier cela. Alors un terme extraordinairement excluant, c'est-à-dire excommuniant, le terme de racaille, puisque c'est un terme, il n'y a pas un terme plus dépréciatif, plus excluant, plus, je trouve pas l'autre qualificatif, plus dévalorisant, plus rabaissant, tout ce que l'on veut, et c'est un terme qui vous exclut définitivement de la communauté des gens convenables, des gens ordinaires, des bons, voilà, donc des gentils. Vous faites plus partie vous êtes catalogué comme une forme non pas de nuisible, mais une forme de déchet. Alors un déchet, presque un déchet ultime, un déchet dont on ne peut rien faire. C'est voilà, le déchet absolu. Voilà, c'est ça que l'on retrouve. Évidemment, ça nous fait réagir, participer de l'incompréhension avec d'autres personnes devant un terme aussi fort, aussi injuste que celui de la racaille. Alors je ne vais pas m'approprier ce terme, disons oui je suis racaille, non je ne suis pas racaille. Je ne suis pas racaille, je suis un être
sensible, un être qui a une profondeur, un être aussi ordinaire que n'importe quel être, un être qui malheureusement l'histoire n'a pas aidé, il n'est pas né au bon moment, il est né dans un contexte qui ne l'a pas favorisé, il est né inférieur, culturellement peut-être, économiquement peut-être, et à un côté, voilà, et je ne suis pas né puissant. L'ère culturelle dans laquelle j'ai grandi est une ère culturelle qui est plus dans, comment dire, qui n'est plus aussi brillante qu'auparavant, qui doit subir évidemment l'influence, l'influence et la pression culturelle de l'autre bord, une rive et une autre rive, un Occident contre un autre Occident. Voici comment la chose, un Occident sur la défensive, un Occident obligé de changer, tandis qu'il y a un Occident qui, lui, est très bien dans l'état dans lequel il est le maître, il est celui qui enseigne, celui qui donne, qui permet, qui fait progresser. Voici, on vous amène tout, on vous amène l'émancipation, on vous amène le salut, voilà, et vous n'avez rien. Vous n'avez rien, vous avez quelque chose, ouais, peut-être, mais ça vaut pas grand chose. Vous avez le soleil, vous avez le sourire, le soleil, mais bon, vous avez le rire des gens simples, vous êtes des gens simples, vous êtes des gens, voilà, il y a vous êtes quelque part des arriérés, voilà, donc c'est comme ça. Et nous, vous êtes des inférieurs et nous sommes des supérieurs. Encore une manière de réactiver cette position, ce positionnement, de considérer qu'il y a des gens supérieurs et des gens qui ne le seraient pas. Compliqué cette histoire. On imagine, on aimerait qu'il y ait une circulation, que réellement on questionne un peu nos fondamentaux. Chacun de son côté questionne ses fondamentaux et essaie de voir un peu ce qu'ils apportent à l'humanité. Fondamentalement, quand on traite quelqu'un de racaille, d'une certaine façon de déchet, moi j'en avais déjà parlé, les Israéliens, les oppresseurs israéliens qualifient la lutte des Palestiniens ou les Palestiniens résistants, les qualifient de nuisibles. Ce n'est même plus des violents qui commettent des gens qui commettent des actions violentes, mais des nuisibles. Ça, nuisibles, saboteurs, etc. À un degré plus bas que l'autre terme consacré que je ne vais pas prononcer. Donc, le statut de déchet est encore plus bas que celui de nuisible. C'est compliqué, ces histoires-là. Donc, la permanence d'une situation qui produit encore du ressentiment, qui produit du positionnement bipolaire, les bons, les gentils d'un côté, les gens ayant de la valeur d'un côté, les gens qui n'en ont pas de l'autre. Voilà, on continue de reproduire cette situation-là, étant entendu que toute société reproduit cela. Évidemment, ça fonctionne un peu par pôle opposé. Il y a une force, il y a une contre-force, voilà, et les gens ont besoin d'avoir toujours quelqu'un à détester, quelqu'un à inférioriser, quelqu'un à désigner comme voilà, moins bien que soi. Bon, donc c'est juste pour illustrer un peu cette idée du permanent dans la relation entre les êtres, ce qui est permanent et ce qui ne devrait pas, ce qui devrait
être de l'ordre de l'exceptionnel, de l'ordre du rare, dont il va falloir se débarrasser jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. On évacue finalement ces vestiges de déconsidération et d'hierarchisation, infériorisation de l'autre, chacun finalement se débarrassant de ce legs qui n'est pas honorable, qui n'est pas à garder, un legs dont il faut se débarrasser à tout prix, un legs qui est un mauvais legs, si l'on peut dire.